Le beau est tellement multiple qu'il fallait bien le ranger. Alors le ranger, c'est très arbitraire puisque il y a autant de beauté qu'il y a de regard pour la voir. C'est vrai, c'est Jacques Rigaud qui dit la beauté est dans l'œil de celui qui regarde, quelque chose comme ça. Donc j'ai pris notre nomenclature individuelle et on est tous à peu près comme ça. On commence par regarder les gens et trouver beau ou moche. Donc le corps, donc cet aspect immédiat de la connaissance de l'autre, c'est son allure, son corps, ses formes ou ses vêtements, enfin la manière qu'il se voile ou se dévoile. Donc c'est quelque chose comme le nu en peinture, mais pas que. Aussi le visage avec sa voilette, enfin. Donc le jeu de la beauté avec les masques, qui est une première partie d'évidence, où là j'ai essayé de mettre en plus les tableaux qui étaient les plus connus, les fesses du David, quoi. Quand on aime la sculpture, le David de Michel-Ange à Florence, une espèce de petit choc comme ça. Donc essayer de retrouver les grandes œuvres qui nous ont fait aimer, genre Vénus de Milo, pour rentrer dans un particularisme de beauté un peu plus compliqué du coup. Alors, la seconde partie par opposition immédiate, c'est-à-dire que une fois qu'on a fait le corps, on se dit oui mais il n'y a pas que ça, effectivement il y a l'âme, donc la beauté de l'âme, la beauté intérieure, la beauté spirituelle, la beauté qui est très représentée en peinture, donc c'était facile et très chantée, louangée en poésie. Donc ça a une logique en tout cas, faire la beauté de l'âme, la beauté intérieure, comment la représente-t-on, comment représente-t-on la... Et c'est assez intéressant en littérature comme en peinture de voir comment à travers les siècles on a tenté de représenter la beauté du cœur, de l'âme, des sentiments, des élévations. Voilà. Donc j'ai été à la fois, et c'est intéressant, je dois dire, de mettre en regard la littérature et la peinture, encore plus peut-être à cet endroit-là, parce que ça ne se répond pas forcément, ça s'ajoute, ça se supplémentarise. C'est un néologisme. Bah oui, l'inquiétante beauté. Qu'est-ce que c'est qu'une beauté trouble, une beauté qui met mal à l'aise, une beauté qui déstabilise? Il y a l'inquiétante étrangeté de Freud, d'un côté, où effectivement l'attirance-répulsion, on a envie de quelque chose et c'est bizarre. Donc aller défricher ça existe énormément en peinture. C'était plus compliqué à chercher en littérature. Donc voilà, il y a ces gens très humbles à l'intérieur de leur pauvreté, misère, humiliation, qui sont saisis par les artistes. Il y a ces gens un peu torves, un peu tordus, mais qui en même temps ont une force, comme s'ils avaient sublimé leur handicap quelconque, quel qu'il soit. Je pense là, comme ça, à la Célestine de Picasso, qui est une des œuvres absolument sublimes, où il y a une taie sur l'œil, un des deux yeux, puisqu'elle doit être borgne, qui est un tableau où il y a une souveraineté magnifique, comme ça. Et donc, ces tableaux-là et ces représentations-là, elles sont belles. D'abord, elles nous touchent, et ensuite, elles réhabilitent à la fois des corps et des visages un peu abîmés, et ce qu'on appelait les classes humbles, qui n'ont pas leur place en général dans les anthologies. Donc je trouvais très intéressant de mettre aussi ce qui trouble, et ce qui trouble sensuellement, parce que ça met mal à l'aise, ça déstabilise. C'est quelque chose comme l'érotisme de bataille, ou ces choses-là aussi. Donc c'était amusant d'aller fouiller sous la moquette de la beauté.